Allez, aujourd'hui, nouveau podcast avec Antoine de Wild. Je suis très content de te recevoir parce que tu vois, comme je te le disais en off, j'avais noté ton nom depuis un moment dans les invités que je souhaitais recevoir sur le podcast. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un partenariat avec Finishers, le site d'inscription et de calendrier de courses. Comment vas-tu, Antoine? Très bien, plaisir partagé d'être au sein de ton podcast. Et voilà, je suis aussi également très content. Eh ben écoute, plaisir vraiment de te recevoir. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Antoine De Wild. Alors, effectivement, il y a plusieurs prononciations, hein. J'ai entendu De Wild ou De Wild ou De Wild. On le dit un petit peu comme on veut. Moi, j'ai 38 ans. J'habite à Nevers, en Bourgogne. Je suis ex-athlète. Voilà, je cours toujours, mais à une intensité beaucoup moins grande qu'il y a quelques années. Mais je cours toujours, voilà, pour m'entretenir et surtout essentiellement me faire plaisir. Je suis président fondateur de la French Run, qui est une structure de running novatrice où on a une boutique où on organise également des événements sportifs et on fait aussi du coaching particulier entreprise. Ouais, alors c'est ce que j'ai cru comprendre quand je suis allé voir la French Run et c'était une des choses qui avait motivé le fait que j'inscrive ton nom aux invités que j'ai envie de recevoir, c'est toute cette diversité d'activités. Comment est-ce que c'est venu? Comment est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a eu une chose, puis l'autre, ou toi, dès le départ, dans ton idée, dans ton plan, t'avais déjà l'envie de faire toutes ces activités ou est-ce que c'est venu un petit peu sur le tas? Non, c'est venu au fur et à mesure des choses. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à organiser des événements sportifs. Ça a commencé par la bottine, qui est une course caritative contre le cancer du sein que j'ai créée voilà, en 2013 à Nevers. Moi, ma mère a eu un triple cancer du sein, donc ça a été ma motivation première pour organiser un événement en faveur voilà, de cette cause. Et ensuite, c'est vrai que l'événementiel m'a bien plu. Voilà, toute cette diversité de missions qui a réalisé quand on met en place un événement. C'est quelque chose qui m'a plu tout de suite et que j'ai structuré vraiment il y a 4 ans maintenant avec la création de la French Run et en développement pas mal d'événements puisqu'aujourd'hui on a 6 événements à charge. On en a 2 nouveaux qui sont en préparation voilà, et on a greffé après petit à petit du coaching avec les clients qu'on préparait pour les événements qu'on organisait. S'en est suivi du coaching entreprise avec les sociétés qui sponsorisaient nos événements. Et puis, de fil en aiguille, il a fallu équiper tout le monde. Donc, on a créé une boutique, etc. Voilà, ça s'est vraiment fait au fil du temps. Moi, j'ai pas forcément de diplôme, j'en ai pas du tout, même dans l'événementiel, ni le marketing, etc. Je suis assez autodidacte, donc je me suis nourri en fait de l'environnement du running, parce que ça fait maintenant 25 ans que je cours. J'ai allé tous les ans au salon du running, etc. C'est vraiment des choses qui me plaisaient beaucoup, et voilà, je me suis inspiré un petit peu de ce monde-là, et j'ai essayé de le répercuter à mon échelle, hein, autour de Nevers et voilà, du département et de la région. Et alors ça ressemble à quoi une journée classique d'Antoine? Parce que tu vois, quand on a toutes ces casquettes-là, je me reconnais un petit peu dans ton parcours avec cette envie de faire plein de choses différentes comme ça. Mais comment est-ce que tu concrètement t'organises au quotidien pour gérer toutes ces casquettes? Alors, une journée classique, c'est dingue que tu me poses cette question-là, parce que hier j'avais vraiment une journée classique, mais voilà, ça part pas dans tous les sens, hein, c'est assez structuré, mais c'est une journée extrêmement variée. Ça démarre généralement le matin avec du coaching, puisque voilà, j'ai des clients qui s'entraînent. Ça peut être à 6 heures du matin, 6 heures, 7 heures, 8 heures, etc. Donc on alterne l'extérieur où on a une salle, hein, la French Run Academy, c'est une salle de sport privative où on coach les gens dedans. Ensuite, des rendez-vous matinaux, soit téléphoniques, soit en visio, soit physiques. Ensuite, il y a l'ouverture de la boutique à 10 heures, évidemment. Et puis, voilà, se greffe quand il n'y a pas de trop de clients, où il y a des moments un petit peu mous dans la journée. On a nos bureaux qui sont 5 mètres à l'arrière et on travaille sur nos événements. On fait
évidemment, voilà, toute la communication, toute la mise à jour des sites internet, enfin, les commandes des maillots, etc. Enfin, voilà, on répond au téléphone. Enfin, c'est une journée qui est toujours très active et il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, hier, à la fin de journée, on s'est dirigé au stade du Pré-Fleury, puisque on a le club de Nevers qui est en Pro D2 et on est partenaire de l'USON. Donc voilà, on a assisté au match et on a aussi fait plaisir à quelques-uns de nos clients pour ce match qu'il y a eu entre Nevers et Béziers. Donc c'est une journée très variée qui démarre tôt, qui finit généralement tard. Et voilà, il faut faire un petit peu de gymnastique intellectuelle. Moi, je suis jamais 4 heures de suite sur un même dossier. Ça, voilà, ça saute de dossier en dossier, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. T'as l'air d'être quelqu'un qui n'aime pas beaucoup dormir. Et, et Alors, j'aime bien dormir, mais malheureusement, parfois, je ne peux pas beaucoup dormir. Mais voilà, comme tout le monde, c'est vrai que j'aime bien me reposer. Mais je pense qu'à partir du moment où on s'accorde trop de temps de paresse, entre guillemets, c'est bien pour régénérer un peu le corps. Mais voilà, moi, j'aime bien être actif en tout cas. Hmm. Alors, est-ce que si, tu vois, quand on est organisateur, on a quand même un sacré paquet de responsabilités. Il y a plein de choses à faire, comme tu le disais. Il y a des tâches qui sont diverses, variées, des tâches auxquelles on s'attendait, des tâches auxquelles on ne s'attendait pas, des choses qui nous surprennent. Est-ce que si avant d'organiser tous ces événements, tu avais su tout ce qui t'attendait, tu aurais signé quand même? Et quelles sont les choses qui t'ont le plus surpris dans cette activité d'organisateur? Alors, c'est une bonne question. Euh, je suis pas du genre je suis pas un homme hein, qui regrette ses choix parce qu'il y a personne qui me force à faire quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment à chaque fois fait des choses parce que j'en avais envie. Maintenant, c'est vrai que je me suis mis entre guillemets dans l'organisation d'événements, je pense un petit peu tôt. 2013, c'était un petit peu tôt. J'étais encore en activité athlétique et le fait de mélanger les deux a progressivement écourté le temps que je pouvais accorder à l'athlétisme. Donc ça m'a orienté rapidement et précipitamment, je pense, vers ma reconversion qui était peut-être déjà tracée, mais voilà, j'y serais peut-être allé un peu plus tard. Maintenant, on a aussi créé de belles histoires. Ça nous a aussi ouvert un réseau qu'on n'avait pas forcément avant. Puis ça reste un métier passionnant et voilà, je pense que peut-être m'y être mis un peu plus tard que ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être la seule chose que j'aurais changé? Après, l'événementiel, oui, il faut s'accrocher, hein. Plus l'événement prend de l'ampleur, plus on rencontre évidemment une somme incalculable de difficultés auxquelles il faut trouver des solutions assez rapidement. Mais ça reste passionnant. Voilà, il y a toujours ce feeling et cette excitation des dernières semaines, des derniers jours. Et puis nous, on crée des événements de toutes pièces. On n'en a jamais repris un. On a toujours fait des choses qui n'existaient pas. Voilà, ça c'est passionnant puisque on crée un projet avec une feuille blanche. Et quand on l'amène le jour J et qui plaît aux gens et qu'il a une répercussion même au niveau national, voilà, ça c'est évidemment en interne, c'est très satisfaisant et on est très heureux. Ça récompense des semaines et des mois de travail qui sont parfois effectivement difficiles. D'autant plus que les restrictions sont de plus en plus dures au niveau administratif aujourd'hui. La conjoncture économique est aussi très compliquée par rapport aux partenaires, par rapport au financement, etc. Donc voilà, ça reste un combat du quotidien sur lequel il faut avoir de la constance et il faut être rigoureux. Alors justement, tu me fais une transition toute faite pour ma prochaine question. Peut-être que j'en suis même convaincu, parmi nos auditeurs, il y a des organisateurs ou des bénévoles qui participent à l'organisation d'une course de leur club. Beaucoup de courses de nos jours se voient annulées pour raisons financières ou manque de bénévoles. Comme tu le disais, la conjoncture fait que c'est un petit peu plus difficile de trouver des sources de financement. Qu'est-ce que tu dirais que vos méthodes ou vos organisations, comment est-ce que vous faites la différence? Et qu'est-ce qui fait que les événements, ils tournent? Et quelles sont les choses que d'autres organisateurs pourraient s'inspirer éventuellement? Alors déjà, nous, c'est notre métier. C'est-à-dire que
quotidiennement, il n'y a pas une seule journée sans qu'on s'occupe pas d'un événement. Donc voilà, on a des personnes qui sont salariées en interne pour s'occuper de ça. Donc c'est vraiment de A à Z. On est dans la création du nom, du logo, de la charte graphique. Voilà, après de tout ce qui va être digital, etc. Donc c'est vraiment, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que forcément on a plus de temps qu'une éventuelle association ou qu'un club, ça c'est certain. Et puis je sais pas s'il y a des choses qui font la différence, mais évidemment il faut arriver à financer un maximum son événement pour que on puisse le structurer de l'intérieur. Ça c'est le plus important pour qu'il puisse durer dans le temps. Faire un événement one shot, je vais pas dire, mais je pense que c'est facile, qui tiennent d'année en année, qui se développent, qu'on puisse créer une communauté autour, qu'il ait de la répercussion au niveau départemental et régional. Ça, je pense que c'est un peu plus dur. Et puis, ouais, il faut rendre hommage aux personnes qui croient en nos événements, qui les financent, et aux personnes qui nous aident tout au long de l'année. Tu as cité les bénévoles. Moi, je pense évidemment au club. Moi, je suis issu de club, hein. Ça fait 25 ans que je suis licencié dans le même club. Mon club vient m'aider sur les événements que j'organise. Et ça, aujourd'hui, ça vaut n'importe quel partenaire, n'importe quel partenariat. C'est indispensable aujourd'hui à la survie d'un événement sportif. Des gens de bonne volonté qui viennent donner quelques heures pour le fonctionnement d'un événement sportif dans sa ville ou localement. Parce qu'au-delà de ça, s'il n'y a plus d'événements dans une ville, c'est aussi tout un circuit économique local qui s'effondre, et on va même un peu plus loin. C'est aussi les bienfaits d'une activité physique régulière. C'est ce que nous, on prône en interne. On n'est pas une usine à champions ici, hein. Le but, c'est de faire marcher, de faire courir les gens. Et voilà, et qu'ils soient en meilleure santé, qu'ils soient mieux dans leur tête. Mais tout ça, voilà, c'est toute une recette un petit peu, et il faut surtout, nous on est à la barre de ces événements-là évidemment, mais il faut rendre hommage aux personnes qui nous aident, aux personnes qui nous financent, qui nous soutiennent, et aux clubs qui nous accompagnent tout au long de l'année. Voilà, je pense à la Nivernaise, je pense aussi à la SF Hussonne, qui vient nous donner un coup de main notamment sur le Nevers Marathon en plus. Donc voilà, ça c'est des choses indispensables aujourd'hui, moi de mon point de vue, hein, sur un événement sportif pour qu'il puisse durer et qu'il puisse fonctionner. Ouais. Et alors justement, tu as parlé du marathon de Nevers. Moi, je suis issu du trail. C'est plutôt mon sport. J'ai jamais fait de course sur route, à l'inverse de toi, dont c'est la spécialité. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence d'un marathon à l'autre? Alors évidemment, il y a les paysages qu'on va traverser, mais comment est-ce qu'on crée un marathon différent d'un autre marathon au-delà du parcours? Alors déjà, il faut avoir de la chance géographiquement là où on est. Ça, il n'y a pas photo. On a beau mettre tous les meilleurs ingrédients sur un marathon, on est quand même plus attiré. Déjà, un marathon, on peut difficilement en faire 10 par an, comme un 10 km ou autre. Donc, on va cibler les marathons qu'on fait dans l'année. Donc déjà, ça se divise considérablement le choix, et du coup, le nombre de marathons qu'on peut choisir. On va plus être attiré par un marathon évidemment comme Paris, comme Nice-Cannes, comme Deauville, etc. Je pense. Enfin, en tout cas, moi le premier, c'est vrai que je trouve ça sympa d'aller sur ces marathons-là. Et après, il y a des marathons entre guillemets de seconde zone dans des lieux où qui sont enfin forcément qui ont un peu moins de notoriété, qui du coup par répercussion ont un petit peu moins de monde aussi sur le marathon. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles, mais il faut faire avec nos arguments locaux. Nous, le Nevers Marathon by Nexon, on sait très bien qu'on fera jamais 10 000 participants ici, mais on essaye de mettre les ingrédients de ce qu'on a chez nous. Donc les personnes peuvent fouler le circuit de Manicourt, ils vont pouvoir longer donc là le canal Nivernais, ils vont pouvoir aussi passer à proximité des châteaux. Ils vont arriver là auprès de la cité du Cal. On va leur offrir aussi une bouteille de vin issu de chez nous. Enfin voilà, on essaye vraiment de mettre un maximum d'ingrédients pour qu'ils puissent découvrir notre territoire, et puis faire un marathon entre guillemets à taille humaine. Mais voilà, on peut pas se comparer, et malheureusement il y a une comparaison qui est assez facile pour le participant, et quand ils ont le choix entre quelques marathons, c'est assez difficile pour les marathons de seconde zone de sortir du lot. Donc il faut innover, il faut essayer de trouver des choses, de fidéliser aussi nos participants.
de communiquer autour. Pourquoi pas aller faire des salons, pourquoi pas, voilà. Ça me paraît important. Et pour aussi faire découvrir l'endroit où on habite et que ça donne aussi envie aux gens de revenir hors compétition sportive. Hmm. Ouais, c'est aussi ça l'enjeu, en fait, de faire déplacer les gens et qu'ils restent aussi dans le coin. Comment est-ce que les soutiens locaux que tu as, que ce soit les institutions et les partenaires, t'accompagnent dans tous ces projets? Nous, localement parlant, je pense qu'on a de la chance puisqu'on a on a vraiment des institutions qui sont réceptives aux événements sportifs, tout ce qui va être sportif, culturel. On a notamment le maire de Nevers qui est président de Nevers Agglomération, Monsieur Denis Thuriot, qui est marathonien lui-même. Donc il a déjà participé au Nevers Marathon. Donc voilà, je pense que les projets sportifs de manière générale, il les entend, il les comprend. Et voilà, ça c'est quelque chose qui forcément qui est important pour le domaine sportif de notre commune et de tout notre territoire. Et puis voilà, il faut arriver aussi à créer un événement qui soit attractif, qui donne du sens. Et puis quand on fait un marathon, c'est au-delà d'un événement sportif. On a des gens de Nevers, de notre ville, qui se fixent cet objectif-là et qui se donnent un an pour le préparer. Et je veux pas dire que ça va changer leur vie, mais leur premier marathon, ils vont le faire ici, dans leur ville, à Nevers. Donc c'est vraiment un souvenir qu'ils garderont à vie en eux. Et voilà, ils vont mobiliser leur famille, il y a des amis qui vont venir les encourager, tout le monde va suivre leur préparation, et ça va être un petit peu des gens ordinaires qui vont réaliser une épreuve extraordinaire dans leur ville, sur leur territoire. Et ça, objectivement, ça n'a pas de prix. Quand on voit les gens arriver avec leurs enfants, avec leurs amis, avec leurs femmes, etc., avec leurs maris, c'est toujours des moments exceptionnels. Et nous, en tout cas, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne du baume au cœur pour continuer à créer et à fabriquer ces souvenirs-là. Hmm. C'est sûr que le partage et on voit hein, sur votre site les photos des enfants qui terminent les courses avec leurs parents. C'est des moments qu'on aime créer en tant qu'organisateur. Ça, c'est évident. Euh, Quels sont les projets de développement d'un marathon? Tu vois, par exemple, souvent dans le milieu du trail, on va rajouter une distance, faire passer par un autre col. Le marathon, c'est la distance, c'est le parcours. Alors souvent, ça bouge pas. Comment est-ce qu'on fait pour se développer quand on organise une course de ce style? Oui, on essaye de faire graviter des distances autour de la distance reine, hein, qui doit rester le marathon. Ce qui est assez risqué parce que si on fait trop de distance, ça peut aussi diluer le nombre de participants et, euh, et un petit peu faire diminuer le nombre de participants sur l'épreuve reine qui doit être le marathon. Après, nous, par exemple, cette année, sur le Nevers Marathon by Nexon, on a ajouté une épreuve qui s'appelle le lap, qui est un tour de circuit, donc du circuit de Nevers-Manicourt, sec. Donc ça fait 4 km 411. Voilà, c'est une distance qui est accessible vraiment là pour le coup à tout le monde. Les personnes ont leur temps référence sur le circuit de Manicourt et il y a un fameux tableau au circuit de Manicourt. Alors sur la grande entrée principale hein, où il y a le record du tour en Formule 1, en GP2, en moto, en karting, en vélo. Et il y aura une ligne qui sera attribuée en course à pied pour le vainqueur de cette épreuve-là. Donc on essaye aussi de faire de nouvelles épreuves et pour que bah, ça puisse convenir à tout le monde. Tout le monde ne peut pas forcément courir un marathon, donc on crée aussi un équidène, etc. Mais toutes ces personnes-là seront dans tous les cas présents le dimanche pour encourager les marathoniens qui boucleront les 42 km. Donc on peut éventuellement changer parfois de parcours, faire des alternatives. Ça veut aussi dire un remesurage, ça veut aussi dire beaucoup de choses derrière au niveau administratif. Mais je pense qu'un parcours doit rester quand même le même au moins 3-4 ans avant de mettre en place d'éventuels changements. Quoique, il y a quand même beaucoup de travaux chez nous sur notre territoire, donc on est amené parfois à faire quelques petites bifurcations pour éviter voilà, et qu'on puisse cohabiter avec le renouvellement et la mise en modernité de notre ville. Hmm. Ouais, c'est sûr que c'est important de trouver des idées de développement, trouver toujours des nouveautés aussi à apporter pour que les coureurs reviennent. Après, des fois, ça sert
pas non plus à grand-chose de vouloir réinventer la roue et faire fonctionner ce qui marche. Des fois, c'est ce qui reste le plus sûr dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie d'entreprendre et d'organiser. Euh, Comment est-ce que toi, tu disais que ta volonté profonde, c'était aussi de faire en sorte que les personnes se bougent, de limiter la sédentarité. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la course à pied et du marathon en France de manière générale? Il y a une vraie évolution chronométrique sur l'avant du peloton, ça c'est certain. La technologie des chaussures, je pense, y est un petit peu, mais pas que. Il y a une vraie émulation entre la nouvelle génération, entre la façon de s'entraîner, et ça fait du bien quand on voit la densité qu'il peut y avoir sur 10 kilomètres, quand on voit les chronos qui tombent sur marathon avec des anciens. Moi, je pense notamment à Hassan Chadi, qui est toujours là et qui courait quand moi je courais et qui arrive encore voilà, à créer, à faire des places assez extraordinaires. Et on a la nouvelle génération qui arrive, donc il y a une rivalité, il y a une émulation qui est saine entre la jeunesse et les coureurs un peu plus expérimentés et qui tire vraiment les marathons vers le haut et les chronos du coup vers le haut voilà, sur les marathoniens et marathoniennes françaises. Après, je pense que ça se sent au niveau des organisateurs, hein, le marché de la course à pied, entre guillemets, repart là un petit peu cette année, après l'année Covid qui a été très très difficile. Et encore, nous, on a été privilégiés puisqu'on a été le seul marathon de l'ère Covid à avoir pu être organisé en France en 2020. Donc on a pu quand même maintenir notre épreuve. Mais c'est vrai que ça a mis un gros coup de frein sur les habitudes des gens, déjà dans leur pratique sportive, et puis le fait de se rassembler à nouveau dans des groupes ou dans une grosse masse de gens. Ça, on a senti que voilà, les personnes en tout cas étaient un petit peu plus frileuses sur ça. Hmm. Ah, c'est vrai que pour discuter avec pas mal d'organisateurs, on voit une tendance à l'inscription aussi un peu au dernier moment. Sur Malheureusement, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui est très compliqué. Comment tu gères ça, toi? Ça, c'est un débat. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais je peux comprendre que moi, le premier, hein, c'est ça qui est dingue, hein, c'est que j'aurais peut-être une tendance à m'inscrire quand même, pas au dernier moment, mais quand même plus sur la deuxième moitié des inscriptions que la première, parce que je manque de visibilité sur ce que je vais faire sur mon agenda à plusieurs mois. Euh, Après, le problème que nous on a en interne, et je pense que c'est tous les organisateurs pareil, hein, c'est qu'on est obligé d'effectuer nos commandes quand même assez tôt. Pour voilà, il y a une question évidemment économique, il y a une question de fabrication, de coût de transport, pas essayer de recevoir tout à la dernière minute. Mais si on prend une rafale d'inscriptions sur les derniers jours ou la veille, un organisateur est incapable de refaire des maillots dans la nuit, de recommander des kilos et des kilos de bananes, mais dans la nuit, ou d'assurer ne serait-ce que la sécurité de son parcours, parce qu'on a 2 fois plus d'inscriptions qui était prévu et qu'on a pris la veille. Ça, c'est quelque chose qui est très très difficile à gérer en interne. Voilà, et forcément, il faudra plus de secouristes, il faudra peut-être un médecin supplémentaire, etc. Donc on fait une évolution un peu classique des tarifs qui va du plus bas au plus onéreux pour essayer que les gens puissent s'inscrire plus tôt. Mais c'est mieux pour tout le monde. Le participant paye moins cher et nous, on a plus de visibilité sur une organisation. L'inscription de dernière minute, je pense, n'arrange personne, ni l'organisateur. Évidemment, on va toucher quelques euros de plus, mais ces quelques euros de plus, ils vont être répercutés sur des commandes de dernière minute qui nous coûtent 3 fois plus cher. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à gérer. On pourrait aussi fermer les inscriptions plus tôt, mais est-ce qu'on aurait le nombre espéré Et voilà, on est encore sur une période assez instable au niveau des inscriptions et des organisations. Moi, j'ai des amis organisateurs qui organisent des grosses courses avec des milliers de personnes qui se sont déjà retrouvés avec 6 000 à 7 000 maillots sur le dos. Voilà, et je peux comprendre que c'est difficile économiquement parlant, mais même au niveau, voilà, du gâchis, quoi. Il y a rien de mieux que de commander au plus juste. Hmm.
Ah, c'est sûr que ça, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose que je vais mettre en place, ce sujet du tarif progressif pour ma course aussi. Ouais. Mais c'est vrai que pour en discuter avec pas mal d'organisateurs, effectivement, qui sont pour des petites courses où ils sont à 50 inscrits le mardi et puis que le vendredi ils se retrouvent à 350 inscrits Ah, ça, c'est pour le le plus dur. lendemain. Je pense que pour eux, c'est vraiment difficile c'est difficile pour tout le monde. Mais nous, on communique beaucoup, etc. Donc, on prévient quand même les gens. Donc, on en a quand même de moins en moins des inscrits de dernière minute. Mais oui, c'est sûr que dans cette configuration-là, c'est très, très, très difficile. Et ça met aussi, il faut peut-être un peu plus de signaleurs, il faut peut-être un peu plus de monde à l'encadrement. Et c'est des gens qu'on a aussi du mal à trouver. Donc, non, non, après, il y a plusieurs systèmes, hein. Il y a aussi, on parlait de commandes, mais il y a aussi ne rien donner aux coureurs, hein. Nous, on est à l'inverse de ça, hein. Sur Pouilly-Sancerre, on veut maintenir un t-shirt pour les participants. Ils ont un sac, ils ont un vrai verre à vin avec lequel ils vont repartir. Ils ont une bouteille de vin. On leur a fait une médaille de 8 cm et demi qui mélange le bois et le métal. Voilà, on veut que le participant reparte avec plein de souvenirs et qu'il ait une dotation qui soit assez importante sur son inscription, mais ça nécessite des commandes, ça nécessite de la création. Voilà, et ça, c'est un équilibre qui est assez dur à trouver pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore tous ces sujets de la commande au plus juste, aux participants qui le souhaitent avec un surplus financier éventuellement. Mais tout ça, c'est vraiment des choix d'organisateurs et des différentes façons de gérer son événement aussi. Très bien. Écoute, je crois que tu vas devoir ouvrir le magasin d'ici peu. Donc, je te propose que tu nous rappelles comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire au marathon, quelle date. Dis-nous un peu tout ça. Essaye de nous donner un maximum d'informations peut-être pour conclure notre épisode du jour. Voilà, là, il nous reste 3 événements sur la French Run événement sur l'automne. Donc, on a la Croquette, qui est une course caritative qui a lieu dimanche, qui est un canicross. Et on a 500 inscrits aujourd'hui où l'intégralité des frais d'inscription est reversée à un refuge. Voilà, donc ça, on est très heureux de ce petit événement-là où c'est la 2e édition et qui se déroulera à Saint-Éloi, donc dimanche 1er octobre. Ensuite, c'est Pouilly-Sancerre, course épicurienne, c'est une première édition qui aura lieu le 22 octobre au départ de Pouilly-sur-Loire pour rejoindre Sancerre. Donc c'est 2 appellations différentes hein, au niveau du vin. On est évidemment 2 villes différentes et 2 départements de régions différentes. Donc on partira de la Nièvre pour arriver dans le Cher pour un 20 km sur route avec 6 à 7 dégustations épicuriennes sur le parcours. Il y aura du vin évidemment, du Pouilly, il y aura du Sancerre, il y aura des gougères, il y aura du crottin de Chavignol, il y aura des huîtres. Voilà, donc vraiment pour que le participant puisse profiter de ce territoire gastronomique et viticole exceptionnel et avec une dégustation de vin toute la veille au retrait des dossards et évidemment à l'arrivée avec un fameux verre de Sancerre après avoir parcouru les 2 derniers kilomètres à 4% de moyenne. Alors c'est pas énorme hein, pour toi qui es trailer, mais voilà, pour un coureur à pied, ça fait un long faux plat montant, une longue côte pour rejoindre le piton de Sancerre qui est objectivement qui est magnifique. Et en plus, il y aura ces fameuses couleurs d'automne, puisque les vignes seront un peu dorées. Donc voilà, et c'est une préparation idéale, ce 20 km, pour le Nevers Marathon by Nexon qui a lieu un mois après. Et là où il y a plusieurs épreuves, marathon, semi-marathon, équidène, le lap que j'ai parlé tout à l'heure, et les courses enfants. Les courses enfants où on attend voilà au moins 300 enfants sur ces courses qui sont gratuites pour les enfants, avec un t-shirt, une médaille, un goûter et du maquillage comme les grands. Voilà, ils vont participer à cette épreuve-là. Ils vont courir aussi sur le circuit de Nanicourt qui va partir de de ce circuit de Formule 1 hein, qui a accueilli voilà les plus grosses autos il y a encore quelques années et pour rejoindre Nevers, la cité ducale avec une arrivée place de la Résistance sous la porte de Paris après avoir parcouru 42 km entre un circuit le circuit Manicourt, la race campagne, les châteaux, le canal passer à proximité du stade de rugby aussi qui est en Pro D2 et une arrivée enfin à Nevers. Donc ça c'est les week-ends du 25 et 26 novembre 2023.
Eh ben, écoute, ça fait envie, hein, surtout le petit verre de vin, le crottin de Chavignol, là, tu m'as donné l'eau à la bouche. Pourtant, il est que 10 heures, ça y est, j'ai faim. Ouais, c'est vraiment la spécialité locale, hein, voilà le crottin de Chavignol, Chavignol qui se situe vraiment au pied de Sancerre, et faire déguster les vins. Il y aura des visites aussi, il y aura une initiation à l'œnologie, voilà, il y aura voilà une pièce sensorielle. Donc non, non, ça va vraiment être super et c'est un nouvel événement qu'on met en place et on a déjà plus de 1000 inscrits sur celui-ci. Donc on espère que ça va faire une belle première édition et que voilà, ça va faire parler et faire rayonner notre territoire. Ouais, ce que je comprends, hein, c'est que vous organisez des événements dans l'événement, et ça fait aussi partie de vos savoir-faire. Et ben écoute, merci pour ton temps, merci d'avoir présenté tous tes événements qui donnent vraiment envie d'aller découvrir ce coin. Donc je rappelle Nevers, c'est vers un peu plus à l'est de Bourges. Et bah écoute, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode parce qu'on s'est dit en off qu'il faudrait aussi qu'on parle de ton parcours d'athlète de haut niveau et de un peu plus en profondeur de ta carrière aussi d'entrepreneur multirécidiviste avec toutes ces casquettes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter peut-être pour clôturer notre échange? Non, je remercie évidemment les personnes, hein, qui travaillent avec moi, hein. J'ai forcément une pensée pour Claire, pour Gildas, pour Étienne, pour Enzo, voilà, et puis tous les partenaires qui nous accompagnent. Évidemment, j'ai cité Denis Thuriot tout à l'heure, qui est maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, mais marathonien également. Et puis Régis Dumange, qui est un partenaire de vie aujourd'hui, qui est PDG de Textilo et président du club de rugby aussi, et qui m'a accompagné toute ma carrière athlétique, qui aussi nous accompagne sur les événements qu'on met en place, qui est forcément un conseiller hors pair et qui est surtout un ami. Donc voilà, c'est vraiment des gens à qui je pense, et puis toutes les personnes qui nous soutiennent, tous nos clients fidèles, toutes les personnes qui viennent nous aider sur les événements, tous les clubs qui viennent aussi nous donner un coup de main sur les événements qu'on met en place. Voilà, tout ça, on serait pas là sans ce petit monde-là. Et voilà, et c'est toujours un plaisir évidemment de les voir et d'essayer de continuer à développer et à faire grandir notre territoire et qu'on en parle en bien. Parce que voilà, on est souvent cité comme étant dans la diagonale du vide, et pourtant il y a tellement de belles choses à voir et de belles personnes à rencontrer ici que voilà, nous on se bat au quotidien pour tout ça et toujours passer des bons moments autour du bien-être et du sport. Eh ben, merci beaucoup Antoine et puis rendez-vous sur Finishers pour en savoir un petit peu plus sur la course, sur les courses que tu organises et pour s'inscrire aussi. Je mettrai le lien en description du podcast. Merci à Finishers d'avoir pu programmer aussi cet enregistrement ensemble. Et puis merci Antoine et à bientôt. Merci beaucoup François, à très bientôt, merci à toi et merci à Finisher, à bientôt.